Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les titres. Ouverture solennelle de la première session ordinaire, c'était ce matin au Parlement national au titre de cette année 2022. Déjà 6 jours de guerre en Ukraine et pas de sortie de crise en vue, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la première séance plénière. Ce mardi 1er mars 2022, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a procédé à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire du Parlement. Et ce, au titre de cette année 2022, conformément à la Constitution, aux prescriptions du règlement intérieur. C'est en premier lieu le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, les représentants d'institutions, les préfets de Djibouti et ceux des régions de l'intérieur du pays, des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités à Djibouti, que s'est déroulée cette cérémonie. Et ce par l'exécution de l'hymne national. L'ouverture de la première session a été marquée par l'allocution du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui a souhaité tout d'abord à tous les élus du peuple une excellente rentrée parlementaire, en espérant que la reprise des travaux sera fructueuse et bénéfique pour notre pays et notre institution, a-t-il indiqué. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a tout d'abord souhaité la bienvenue et une rentrée excellente aux parlementaires, en espérant que la reprise des travaux sera fructueuse et bénéfique pour notre pays, a-t-il indiqué. En tant que représentants du peuple, notre vocation est de réconcilier les citoyens avec la politique et d'adapter la politique aux préoccupations de la nation en associant les citoyens aux décisions prises les concernant. C'est pourquoi nous nous devons de maintenir des contacts réguliers avec les populations, car c'est en les approchant que nous accomplirons efficacement notre mission, celle d'œuvrer au bien-être du plus grand nombre de Djiboutiens. Le travail de proximité demeure le moyen le plus efficace pour un député de se tenir informé des conditions de vie de ses concitoyens. Nos électeurs attendent que les représentants soient à leur écoute en tout temps et en toutes circonstances, particulièrement dans la situation difficile que nous connaissons depuis près de 2 années et les dangers inhérents à la pandémie de la Covid-19.
Il est toujours bon de rappeler que l'ensemble de nos prérogatives constitutionnelles, telles que le vote de la loi ou le contrôle de l'action gouvernementale, doit avoir pour but essentiel de mettre les citoyens au cœur de l'action publique. L'intensité de nos discussions et la pertinence des débats tout le long de cette législature ont permis et permettront d'appréhender la place de la représentation nationale souhaite occuper dans l'avènement d'une République de Djibouti encore et toujours plus moderne, d'une nation soudée et profondément attachée à ses valeurs d'unité et d'égalité. Ensemble, puissions-nous faire preuve de capacités d'anticipation sur l'avenir et mettre en place des lois novatrices qui resteront applicables pour les générations présentes et futures. Le rôle de toute institution parlementaire est d'assurer la régulation de la société d'aujourd'hui, mais aussi de prévoir la société de demain, et c'est pourquoi les parlementaires que nous sommes doivent anticiper et préparer les différentes générations à intégrer ces évolutions. À plus court terme, les 4 prochains mois qui nous séparent de la clôture de la session seront tout sauf une sinécure. En effet, le travail d'écoute, d'explication, de sensibilisation et de mobilisation des populations ne fait que commencer. Par la diversité de vos origines, de vos caractères et de vos inclinations, vous êtes les seuls à pouvoir couvrir tous les champs de notre nation. Et en prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed n'a pas manqué de rappeler l'amélioration des conditions de vie, mais aussi de la situation régionale. Premièrement, il semblerait que la situation régionale s'améliore et que tous les pays de la région sont en passe de retrouver la paix, ce qui augure d'un avenir meilleur pour les échanges et le développement économique et donc pour la croissance de notre économie également. Cette paix que tous les Djiboutiens appellent de tous leurs vœux doit être obtenue sans ingérence extérieure. Je rappelle que cela a été et ce sera toujours la politique du gouvernement de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État. Deuxièmement, la pire pandémie que l'humanité ait connue semble pouvoir commencer à être maîtrisée. Bien sûr, le gouvernement continuera à rester très prudent et très vigilant, comme l'attestent les constants rappels aux modalités de gestion de la crise sanitaire. L'objectif reste de protéger chaque citoyen. Ainsi, les mesures physiques de protection, port de masques, lavage fréquent des mains et de distanciation, et surtout la vaccination gratuite et les tests de dépistage seront encore renforcés. La garde dans ce combat contre le virus ne sera pas baissée, bien au contraire, car le nouveau variant est très contagieux. Mais le gouvernement ne veut en aucun cas freiner le développement économique, car ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus des crises économiques. Je rappelle à ce sujet que le pacte national de solidarité, qui a été adopté par le gouvernement dès le début de la pandémie, a permis d'atténuer les conséquences socio-économiques de celle-ci pour les populations les plus fragiles et de conserver le potentiel de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Cette gestion de la crise du Covid a en effet permis de conserver les acquis économiques et sociaux obtenus par les 2 dernières décennies. J'ai fait référence aux réalisations qui ont hissé Djibouti au rang des puissances régionales économiques. La construction d'infrastructures très modernes dans le secteur du commerce, avec une très grande zone franche, et dans celui des transports avec les 6 ports, avec la voie ferrée Djibouti-Addis Abeba et avec la nouvelle route Tadjoura-Balhou. Je vais évoquer également le fait que l'amélioration de nombreux indicateurs sociaux constatés depuis de nombreuses années
sur la pauvreté, la scolarité, l'éducation ou la protection sociale a pu aussi être préservée par la gestion gouvernementale de la crise du Covid. Et dans la seconde partie de son intervention, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a parlé notamment de technologie de l'information en passant par les data centers. Le secteur des technologies de l'information et des communications, dénommé TIC, a un fort potentiel à Djibouti. Ce secteur s'appuie en effet sur une infrastructure de câbles sous-marins denses. On dénombre 11 câbles de relais Internet, dont 8 sont dédiés à la fibre optique. La position géographique de Djibouti sur la route entre l'Asie et l'Europe et l'entrée de l'Afrique de l'Est augmente les atouts dans ce secteur. En outre, ce potentiel va être renforcé par la création des grands data centers. Il en résultera qu'un nombre important d'emplois hautement qualifiés pourrait être créés directement dans les télécommunications. Mais en outre, il sera aussi possible de promouvoir l'emploi dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre, notamment avec l'externalisation des processus commerciaux et les centres d'appel. Le gouvernement va par ailleurs mettra l'accent sur la pénétration du mobile et d'Internet à l'intérieur du pays. Ceci sera particulièrement bénéfique pour les petites villes et les zones rurales. La libération du marché des télécommunications, l'expansion des infrastructures fixes et mobiles, le renforcement des services financiers dans les régions permettront de parvenir à une croissance inclusive dans les économies régionales. Mesdames et Messieurs, Djibouti a basé sa forte croissance sur l'activité portuaire. Il fallait en effet rentabiliser au mieux sa position géographique exceptionnelle à l'entrée de la mer Rouge et utiliser l'ouverture du pays sur la mer. Ceci a été fait avec la réalisation des ports performants. Elle sera parachevée avec la préparation d'une grande plateforme portuaire et industrielle à Damerjo. Mais cette économie concentrée sur l'activité portuaire n'est pas la finalité de la politique du gouvernement. Cela constitue seulement le socle du développement économique du pays, le potentiel qui a été le plus rapide à valoriser pour booster Djibouti, donc le meilleur moyen pour permettre le développement des autres secteurs le plus rapidement possible, comme le secteur minier par exemple. C'est ainsi que le gouvernement a déjà développé dans la région du lac Assal grâce à l'exploitation du bromure du sel. Mesdames et Messieurs, l'objectif du gouvernement est de capitaliser toutes les opportunités offertes par la position stratégique du pays afin de construire un carrefour d'échanges entre 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il s'agit de faire de Djibouti un hub logistique qui pourra ultérieurement faciliter la création d'un hub industriel. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin l'ambassadeur américain sur demande de ce dernier ce matin à la Direction générale des relations internationales. Son déplacement à l'ambassadeur américain Jonathan Pratt était accompagné de l'attaché de défense américain à Djibouti, le colonel Corey Jensen. Cette première visite de courtoisie de l'ambassadeur américain accrédité à Djibouti s'inscrit dans le cadre de sa prise de fonction avec les autorités du pays en vue d'élargir le partenariat stratégique entre la République de Djibouti et les États-Unis. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Moussafa Ali, conseiller militaire du président en matière de défense. En premier lieu, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur Jonathan Pratt au sein de la Direction générale des relations internationales. Au cours des échanges, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est disposé à tout moment pour apporter sa contribution et s'est engagé à raffermir et renforcer davantage les relations de coopération entre les deux
armées afin de surmonter et de résoudre ensemble les difficultés, les défis sécuritaires et régionaux. De son côté, l'ambassadeur américain a tenu à exprimer sa gratitude quant à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et s'est félicité de l'excellence de la coopération militaire entre les deux armées dans plusieurs domaines, spécialement dans le domaine maritime. Ceci se traduit par la réalisation des exercices conjoints impliquant nos deux forces maritimes dans Qultas Express. En est le parfait exemple, a-t-il dit. Jonathan Pratt a accrédité à Djibouti, a indiqué que sa présence ici à Djibouti a pour but de réaffirmer et raffermir davantage nos liens privilégiés avec tous les intérêts. Et ainsi, l'ambassadeur américain a accepté d'accueillir une présence militaire sur le sol national au camp Lémonier. En dernier lieu, Jonathan Pratt a également salué les efforts fort louables du président Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, chef suprême des armées, pour son implication continue, son attache dans la préservation, le maintien d'une stabilité politique sécuritaire dans la sous-région. À ce titre, les États-Unis sont fiers, a-t-il dit, d'être un partenaire de la République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, eh bien, nous allons parler avec la Marine nationale djiboutienne qui a clôturé un exercice maritime appelé Gashan qui a duré du 22 au 25 février. Un groupe naval de 4 nouveaux navires, à savoir le Chaland et les navires capitaine Elmi et adjudant Ahmed Ali et la PK 15 ont participé à l'exercice qui s'est déroulé entre Djibouti et le détroit de Bab el-Mandeb. Le chef de corps de la Marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, avait organisé une séance de briefing au quartier général de la Marine à l'Escale pour informer le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, sur les objectifs de l'exercice militaire maritime en présence du général Mohamed Ali Tahiro, des officiers supérieurs djiboutiens. Les explications ont été données à toute l'assistance par le commandement qui a annoncé que l'exercice Gashan était destiné à relever les niveaux des opérations et renforcer par la même occasion la place de la marine nationale djiboutienne dans cette partie stratégique du continent africain et le détroit de Bab el-Mandeb. Après l'acquisition des nouveaux navires, la marine nationale djiboutienne est dans une phase cruciale de transition, de montée en puissance pour s'adapter à l'évolution et faire face à tout type de menaces sécuritaires présentes de nos eaux territoriales. L'acquisition des nouveaux navires et notamment sert à renforcer les moyens de la Marine nationale qui dispose désormais d'une des plus grandes autonomies en mer et offre à l'institution une réelle capacité de projection dans toute la sous-région. Rappelons que l'exercice militaire maritime Gashan, qui a duré jusqu'à ce samedi, avait pour objectif la défense du territoire national, la démonstration de force de dissuasion des flottes de combat, la lutte également contre les activités illicites en mer, la sécurisation du corridor maritime durant l'exercice Gashan en mer, les unités que l'on voit, qu'on a vues sur les images à bord d'un hélicoptère ont été réalisées lors des exercices de base indispensables afin de se familiariser avec les nouveaux navires. Dans le cadre de la protection des droits humains, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF et l'Union européenne, a organisé une sensibilisation pour les jeunes femmes de PK12, les images que nous aurons dans notre édition de ce soir. Et à Obok, dans la matinée de samedi, une délégation composée du préfet, du président du conseil régional, du sous-préfet de Khorangar, du vice-président du conseil régional, d'un responsable du bureau de l'éducation nationale de la région d'Obok, se sont rendus dans la localité de Lahassa afin de s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette localité. À cet effet, une réunion avec les habitants de la localité et ses périphéries, les échanges ont été fructueux et enrichissantes. Plusieurs sujets ont été abordés
Plusieurs points ont été soulevés pour permettre à la population d'améliorer leurs conditions de vie tout en ayant leur totale implication. Ensuite, la même délégation a visité le puits ancestral dont la localité porte le nom de Lahassa afin de constater de visu son état. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, déjà 6 jours de guerre et n'est pas encore sortie de la crise qui est toujours en vue. Le centre de l'administration régionale de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, a été frappé ce mardi matin par un missile. L'armée russe est aujourd'hui accusée de frapper des infrastructures civiles et non uniquement militaires, alors que les pourparlers le long de la frontière bélarusse se terminaient hier soir. Plusieurs détonations ont été entendues à Kiev et les troupes russes continuent leur avancée sur la ville de près de 3 millions d'habitants. Un vaste convoi de véhicules blindés, de chars, de pièces d'artillerie, de véhicules de soutien s'est trouvé à 25 km du centre de la ville et s'étendait sur une quarantaine de kilomètres selon des images satellites. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.